Bonjour, je voulais vous passer un petit message avant de commencer cet entretien. À côté de ce podcast, j'accompagne des photographes, des artistes et des entreprises à développer et réaliser des projets photographiques et des beaux livres qui leur ressemblent. Donc si vous avez besoin d'aide pour développer une série photo ou que vous souhaitez réaliser un livre, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravie d'en discuter avec vous. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur mes services et livres que j'ai coordonnés sur mon site marinelefort.fr. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort, chargée de projets éditoriaux indépendante et vous écoutez Les Voix de la Photo. Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels du milieu de la photo et de l'image pour nous partager leur parcours, leur réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Dans ce podcast, avec Madame Sylvie Aubenas, qui est la directrice du département des estampes et de la photographie à la Bibliothèque nationale de France. Bonjour Sylvie et bienvenue dans ce podcast. Bonjour et merci de m'inviter dans votre podcast. Donc Sylvie, vous êtes la directrice du département des estampes et de la photographie à la BNF. Vous travaillez dans ce département depuis 1993, que vous dirigez depuis 2007. Ma première question que j'aime bien poser, c'est est-ce que vous pourriez nous décrire l'environnement familial dans lequel vous avez grandi au niveau des images et de la culture ? Est-ce qu'il y avait de la photographie dans votre entourage proche ? Non. Est-ce que c'est du coup une passion qui est venue par la suite ? Pas plus qu'ailleurs. Enfin, il y a de la photographie dans l'entourage proche de tout le monde au XXe siècle, mais il n'y avait pas de collection d'intérêt particulier pour la photographie dans ma famille. Non. Vous avez grandi à Paris ? Non, à Bruxelles. D'accord. Et vos parents n'avaient pas de lien avec la culture, l'édition parce que je pose cette question-là parce que parfois, quand on y réfléchit, on se rend compte qu'on a un oncle, qu'on a quelqu'un en fait qui a pu nous mettre sur une voie ou nous sensibiliser aux images. Mes parents étaient des personnes, bien éduquées, cultivées, s'intéressant aux arts et à la littérature, mais de manière assez classique, si vous voulez. Non, j'ai pas. Il n'y a pas en fait, ce qui m'a intéressée à la photographie, au-delà d'une culture générale solide, c'est plutôt au départ un goût pour l'histoire et le fait d'avoir été extrêmement frappée, parce que je le dis d'emblée, moi ma spécialité c'est plutôt la photographie ancienne, historique. Et en fait j'ai été très frappée par deux choses au début des années 80, c'est d'une part une exposition de photographie ancienne de la Bibliothèque nationale, mais qui se tenait au Petit Palais, je crois, si j'ai bonne mémoire, et l'ouverture du département photo du musée d'Orsay. C'est-à-dire que je me suis trouvée à voir des photographies anciennes de grande qualité, et j'ai été stupéfaite de la proximité que ça donnait avec une période très éloignée. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être en direct 150 ans avant, sans aucun filtre, puisque la photographie est quand même un langage universel. Une photo, qu'elle soit prise en 1850, bien évidemment, il y a des changements de format, de temps de pose, de noir et blanc, de couleur. Mais enfin, une photo reste une photo. Et donc, de voir, c'est un peu ce que Roland Barthes explique aussi dans La Chambre claire, de se trouver en direct avec une réalité disparue. Il y avait un collectionneur de photos qui est mort depuis, qui était formidable, qui s'appelait François Lepage, dont la collection a été vendue aux enchères il y a 2 ans, qui disait « c'est comme la lumière des étoiles mortes qui nous parvient toujours ». C'est-à-dire que l'étoile est éteinte, mais sa lumière vient de tellement loin qu'elle arrive encore jusqu'à nous comme si elle était vivante. Pour moi, une photo ancienne, c'est très beau. C'est un peu ça. C'est-à-dire que
Tous les gens sur les photos sont morts, les paysages n'existent plus, les bâtiments n'existent plus, les rues n'existent plus, mais leur lumière, leur empreinte nous arrive toujours. Et ça, comme source, comme historienne, ça m'a vraiment, littéralement fascinée. Et je me suis dit, parce qu'à ce moment-là, j'étais dans une école qui est l'école des Chartes, qui est une école qui a une grande tradition d'érudition et qui forme les conservateurs d'archives, de bibliothèques et de musées. Il fallait choisir un sujet de thèse et on me proposait des sujets qui me semblaient très rébarbatifs. Alors, je vais vous dire lesquels comme ça, je vais froisser plein de collègues. On me proposait d'étudier des manuscrits médiévaux, de m'intéresser à des bibliophiles de province. Alors, je me disais, et je me suis dit, mais je vais faire quelque chose sur la photo, je vais appliquer ces méthodes à la photographie ancienne, et voilà, et c'est parti comme ça, et depuis 1984, je n'ai jamais arrêté. Ça fait 40 ans. Votre thèse, c'était Alphonse Poitvin, oui, photographe et inventeur, la naissance des procédés de reproduction photographique, c'est la photographie inaltérable. C'est ça. Donc ça a été le point de départ, en tout cas, je pense, de votre réflexion et de votre... Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai appliqué des méthodes de recherche historique, de travail sur un fond, d'analyse des images, au fond de cet inventeur qui se trouvait encore en main privée. J'étais très contente parce que et ça allait bien avec ma vocation, c'est qu'à la suite de cette thèse, ce fonds a pu rentrer à la Bibliothèque nationale. Alors le paradoxe, c'est que ce fonds est rentré dans le département que je dirige aujourd'hui, mais moi, quand j'y suis arrivée, j'ai eu tellement de choses à faire de toutes sortes que je n'ai jamais eu le temps, peut-être ça viendra un jour, de finir de m'en occuper. C'est vrai ? Oui, enfin bon, il est là, il est consultable, mais je voulais m'en occuper très, très en détail et j'ai jamais eu le temps de terminer parce que, eh bien, comme dans tous les grands établissements culturels, il y a toujours des projets, des collectionneurs qui viennent vous proposer leurs collections, des acquisitions, des expositions. Et jamais, jamais, jamais on peut dégager 6 mois ou 1 an tranquille pour s'occuper d'une chose. Ça n'existe pas. Et du coup, quel a été votre premier poste à la BNF en 90 ? Alors, ça doit faire partie d'une sorte de, comment on pourrait appeler ça, de taquinerie ou de bizutage administratif. J'ai commencé par travailler dans un service photo au sens du service de reproduction des images, un peu comme la RMN si vous voulez, où je gérais les réclamations. Alors, je vous avoue que c'était une pied à l'étrier assez rude. Et donc, je me suis occupée de ça pendant 1 an. Après, je suis partie en Italie pendant 2 ans et demi pour des raisons personnelles. Et quand je suis revenue, enfin, j'ai pu réaliser mon rêve, c'est-à-dire de rentrer au département des estampes et de la photographie pour m'occuper de photographie. Donc, depuis l'automne 93... Voilà, je vis au milieu de millions de photographies. Depuis 1993, vous êtes à la BNF, au département des estampes et de la photographie. Je pense que ça peut être très intéressant pour les personnes qui se demandent qu'est-ce qu'on fait à ces départements-là, d'expliquer un petit peu les différentes missions que vous pouvez avoir. Alors... donc, il s'agit du travail d'un conservateur sur une collection patrimoniale, d'une collection de photographies. Alors, la collection de photographies de la Bibliothèque nationale a 2 caractéristiques principales. D'une part, c'est que c'est dans le paysage français, c'est la plus ancienne, c'est la plus abondante en quantité d'images et en qualité d'images. Et ensuite, elle a aussi comme caractéristique d'être abritée au sein d'une bibliothèque.
Alors que, intuitivement, depuis les années 70-80, que le paysage des grands établissements culturels français s'est configuré tel qu'il est aujourd'hui, on associe plutôt la photographie au musée ou au centre d'art. Mais en France, il y a quand même beaucoup de photos partout. Et la collection principale, première de référence, c'est celle de la Bibliothèque nationale. Et qui s'est constituée à l'intérieur d'un département qui existe depuis le XVIIe siècle et qui était un département d'images. Enfin, au départ, on avait du dessin et de la gravure, puis après, on a rajouté de la lithographie, puis de la photographie, puis des cartes postales, puis des affiches, des dessins. Et la photographie, n'a été prise en compte en tant que telle comme un art et pas comme une documentation, qu'elle est aussi par ailleurs, par sa valeur indicielle indiscutable, que à partir des années 1940-45. À peu près au moment où on a pris comme référence la collection de photos du MoMA à New York. Enfin, on a commencé à se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui changeait. Et à ce moment-là, on a commencé un véritable travail sur notre collection qui s'était déjà accumulée, pourrait-on dire, presque toute seule. Et puis on l'a enrichi. Donc, en fait, le travail d'un conservateur au département des estampes consiste à la fois à gérer un fonds énorme, constitué depuis 1850 et pas encore totalement cartographié, même si on finit par y arriver. Mais quand même, il nous arrive de redécouvrir des choses incroyables dans nos collections, ce qui n'est pas désagréable. Et puis, de faire des acquisitions de photographies anciennes, modernes et contemporaines, toujours aujourd'hui. Donc, de décrire en ligne nos collections pour les chercheurs et de valoriser par des expositions, des catalogues, des livres, des prêts. On prête énormément dans le monde entier, des dialogues avec des photographes, avec des collectionneurs, avec toutes sortes d'interlocuteurs internes et externes. Et le fait d'être dans une bibliothèque où par ailleurs on a des collections fabuleuses, par exemple de manuscrits ou de musique ou d'art de spectacle, ça permet de faire dialoguer les collections de photographies avec bien d'autres choses. Alors dans les musées, elles dialoguent avec la peinture et de la sculpture, mais c'est-à-dire que le fait que notre collection de photos soit au milieu d'une collection de gravures, qui est aussi une œuvre de ce qu'on appelle de relativement petit format, et de gravure et de dessin, enfin en tout cas de gravure, parce que c'est aussi un multiple, c'est un original multiple, comme la photographie. C'est très enrichissant pour nous, et on s'aperçoit que de tout temps, les photographes ont travaillé... Il y a beaucoup de peintres ou de dessinateurs qui étaient aussi photographes. Il y a beaucoup de photographes qui ont travaillé avec d'autres artistes, et où il y a beaucoup d'écrivains aussi qui étaient photographes. On a plein de photos de Zola, de Victor Hugo, par exemple un plus récent Jean-Loup Trassard, et c'est Roland Barthes, tous ces liens entre littérature et image, on les suit, Victor Ségalen. Et je trouve que ça rend la collection, ça la rend unique par tous les dialogues qu'elle a, ça la rend plus intéressante, et ça nous permet aussi de la montrer différemment que si on était simplement un petit cabinet d'art graphique. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question sur qu'est-ce qu'on fait toute la journée, mais ce que je peux vous dire, c'est que depuis 1993, jamais une seconde, je ne me suis dit
comment on dit, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je m'ennuie. Non, on se dit toujours, mon Dieu, comment je vais arriver à faire tout ce que j'ai envie de faire, tout ce que je dois faire. C'est à la fois épuisant, mais très passionnant. Et vous êtes combien pour faire dans le département? Alors, dans mon département, on est en tout 60, mais on n'est pas 60 à s'occuper de photos. Loin de là. Du coup, c'est quoi à peu près la répartition entre la photographie, les estampes? Ça se distingue. C'est un peu comme dans les musées, c'est-à-dire que vous avez des gens qui ont un travail plus technique, vous avez des magasiniers, des restaurateurs, des gens qui cataloguent les livres. Alors, disons que pour parler un langage facile à comprendre, y a avec moi 4 conservateurs vraiment dédiés à la photo. Ah oui. Une équipe photo en tout de 7-8 personnes, je dirais. Ah oui, c'est peu pour un... Ah, c'est peu, oui, c'est sûr. On pourrait en être 10 fois plus, mais bon. Vous savez, franchement, gérer une collection comme ça, moi, être épuisée parce que j'ai regardé les photos toute la journée, je ne vais pas me plaindre. Dans le monde dans lequel on vit, franchement, ça reste quand même une chance immense. Donc, oui, on est fatigué, mais on fait un travail qui est à la fois est fatigant et à la fois vous redonne tout le temps de l'énergie et de la curiosité, et des envies. Donc, je trouverais indécent de me plaindre d'avoir trop de photos et trop de travail autour de la photo. Et quelles sont les évolutions que vous avez pu voir sur une période de 30 ans? Je pense que vous avez pu voir quand même votre métier qui évolue aussi dans la même institution, mais avec l'environnement qui change. Est-ce qu'il y a des choses que vous faites plus, que vous ne faisiez pas avant? Est-ce qu'il y a des choses qui ont bouleversé votre façon de travailler Alors, que pourrais-je dire? Alors, quand je suis arrivée il y a 30 ans, j'ai l'impression d'être un grand vieillard, mais enfin bon, assumons. Quand je suis arrivée il y a 30 ans, il n'y avait pas d'ordinateur, par exemple. Il n'y avait pas de messagerie, il n'y avait pas tout ça. Donc, c'est vrai que l'arrivée, on recevait du courrier par la poste, voilà, il fallait ouvrir avec un coup de papier. Enfin, c'était... disons que tout cet environnement bureautique qui s'est développé très vite partout a énormément facilité le travail, les échanges. Quand vous voulez échanger avec un conservateur de New York ou de Los Angeles, maintenant vous lui envoyez un mail, alors qu'avant il fallait écrire une lettre, calculer le décalage horaire, téléphoner. Il n'y avait qu'un téléphone sur 50 qui avait l'international. Enfin, c'était un autre monde, quoi. Mais bon, c'était partout pareil. Donc ça, c'est beaucoup plus simple. Mais le fait que ce soit plus simple a multiplié aussi les échanges. Alors, qu'est-ce qui a changé? On prête beaucoup plus, on échange beaucoup plus. Tout est beaucoup plus... fluide, mondialisé. C'est aussi très excitant parce qu'on a beaucoup plus d'idées qui circulent. On a aussi, ce qu'on a fait depuis une vingtaine d'années, c'est qu'on a énormément, on a loin d'avoir fini, mais on numérise énormément de collections. Donc nos collections sont beaucoup plus accessibles en ligne, que ce soit les livres, les revues, les images. Ça a beaucoup changé. La Bibliothèque nationale, elle a toujours fait des expositions depuis le début du XXe siècle. Donc on a maintenant une tradition d'exposition plus que centenaire. Mais disons que les expositions, les publications se sont énormément développées, professionnalisées, améliorées. Par exemple, quand je suis arrivée, je m'occupe de photos historiques, on me disait « Ah, c'est pas une photo en couleur, alors on va la reproduire en noir et blanc. » Je disais « Mais c'est pas une photo en noir et blanc, c'est une photo... c'est toujours de la bichromie, une photo ancienne, et dedans il y a des tons très chauds et tout ça. Ah ben non, noir et blanc. »
Et maintenant, ça, c'est terminé, ce genre de discussion. Mais ça, je me souviens que c'est une des choses qui m'énervait le plus au début, parce que j'avais l'impression que, qu'on ne donnait qu'une idée très vague de la beauté des images. Si vous les reproduisez en couleur, elles sont beaucoup plus belles que si vous les reproduisez avec juste un passage de noir et de blanc. Maintenant, c'est évident. Mais ça ne l'était pas. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a changé? Le regard sur la photographie a évolué. Oui, donc votre département a aussi dû vivre toutes ces... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que... Depuis l'origine de la photographie, il y a toujours eu un combat de légitimité. Est-ce que c'est un art? Est-ce que c'est une documentation? Bon, en tout cas, le fait que dans les collections publiques comme les nôtres, la photographie... Parce que oui, quand je suis arrivée, j'avais des collègues... je ne suis pas la première conservatrice photo. J'avais 2 collègues qui m'avaient précédée, à qui j'ai travaillé quelques années, Jean-Claude Lemagnier et Bernard Marbeau. Bernard Marbeau a passé énormément de temps à sortir, à refaire exister la collection de photos historiques, parce que tout était rangé. Dans notre département, il y a un classement par auteur, un classement par sujet. Toute la photo était dans les sujets. Donc on a... oui, c'est pour ça qu'on en retrouve. Donc tous les nadars étaient dans les portraits, tous les Hadjets étaient dans la topographie de Paris, tous les... c'est assez parlant. Je sais pas moi, des reportages de Cartier-Bresson sur la Chine, ils auraient été dans l'histoire de la Chine, par exemple. Les douaneaux, ils étaient dans les petits métiers. Donc on a tout réextrait et mis un nom d'auteur sur les photographies. Donc ça a été déjà une révolution qu'on peut appeler copernicienne. Et c'est pour ça que de temps en temps, miracle, on retrouve une photo qui a échappé. Faut dire que... Alors c'est très agréable ça. Ça, c'est merveilleux de s'enrichir soi-même de ses propres collections. Voilà. Et donc, c'est vrai que maintenant, au bout de 50 ou 60 ans de travail acharné de conservateur, on a une collection qui a vraiment une résonance et un éclat mondial, et qu'on ne croise plus de collègues qui vous dit, comme j'ai entendu, « Oh bah tiens, j'ai prêté un Hadjet, je t'en ai pas parlé, j'ai mis 50 francs comme valeur d'assurance. » Ça, c'était il y a 30 ans. Et maintenant, c'est la question de la légitimité de la photo n'est plus une question. Et est-ce que vous auriez des conseils pour des personnes qui souhaiteraient travailler dans les métiers de la conservation dans la photographie? La conservation au sens de conservateur? Au sens de conservateur, pardon. D'accord. Oui. C'est d'avoir... la première chose, c'est d'avoir une passion pour la photographie. On ne peut bien faire un métier comme ça que si on adore... on a une passion pour les images. Tous les jours, on a un besoin de regarder des images que rien ne peut assouvir. C'est-à-dire que si vous n'avez pas cette énergie interne, c'est... Oui, c'est pas juste aimer, c'est être passionné. Oui, c'est plus que de l'amour, oui. C'est-à-dire que pour moi, l'amour pour l'art dont on s'occupe n'est pas raisonnable. C'est-à-dire que... Pas de limite. Non, parce que s'il y a des limites, ce n'est pas vraiment ce dont je parle. Après, il faut faire attention à soi quand même. Mais je veux dire qu'on arrive à transmettre l'intérêt pour la photographie et à faire tout ce qu'on a à faire que si on est vraiment habité d'abord par cette passion et pour aussi l'idée que
quand on s'occupe d'une très belle collection publique, on vous a en quelque sorte confié une mission. Et alors ça vous paraît peut-être grandiloquent, Non. mais en fait, voilà, je ne vais pas non plus me comparer à une infirmière des urgences à l'hôpital qui a aussi une mission. Mais pour moi, c'est un peu de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on nous confie quelque chose qui nous dépasse et que quand vous avez entre les mains, je ne sais pas, des boîtes de Hadget, de Cartier-Bresson, de comment elle s'appelle, Diane Arbus, qui nous a envoyé 20 photos sublimes par la poste en disant c'est pour vous, pour toujours, on est responsable et que cette responsabilité vous donne le devoir de ne pas regarder votre montre à partir de 5 heures du soir. Oui, ce qui peut aussi mettre la pression. Enfin, là, Oui, bien sûr, mais alors il faut choisir un autre métier. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Oui. Non, mais... Je comprends. Mais c'est-à-dire que je me l'applique, mais je ne oblige pas les autres. Mais, bien sûr, oui. Mais je pense aussi que c'est à partir d'un certain degré d'intérêt, de passion et d'implication que on arrive à trouver vraiment des bonnes solutions. C'est-à-dire que j'avais un collègue formidable qui s'occupait de la gravure du XVIIe siècle et on lui disait, Maxime Préau, on lui disait, mais vous travaillez combien d'heures par jour ? Alors il disait, je travaille tout le temps, moi. Des fois, quand je vais voir un western, j'ai une association d'idées en voyant, je sais pas, un cow-boy de John Ford, de me dire, tiens, ça c'est la solution pour ma gravure d'Abraham Boss du XVIIe siècle. Parce que, voilà, c'est-à-dire que quand vous avez des idées comme ça, votre cerveau, il travaille tout le temps. Donc, oui, c'est comme ça. Bon... mais je comprends très bien qu'on ne peut pas le demander à tout le monde. Mais moi, ça m'est... les idées en se disant, des fois on pense à des plans d'exposition, où on se demande qu'est-ce qu'on va dire d'une chose, ça vous vient un jour que vous êtes dans le métro, ou que vous attendez un avion, ou que vous épluchez des pommes et vous dites, voilà, c'est ça, c'est comme ça que je vais faire. Voilà, je tiens ma deuxième partie de l'exposition. C'est comme ça. Mais ça, tout le monde vous le dira. Oui, il y a une partie créative, en fait. Oui. Je revendique pour le conservateur qui... on gère des œuvres d'art, mais on ne peut pas gérer des œuvres d'art de façon purement administrative. Oui. Sinon, tous les conservateurs vous diront ça. Sinon, on ne comprend pas de quoi on s'occupe. Mais après, on est... et je pense Alors moi, je m'occupe moins de photos contemporaines, mais je pense aussi que les conservateurs qui sont en lien constant avec des photographes contemporains, ils se nourrissent aussi de la créativité, de l'enthousiasme, de l'intelligence visuelle des photographes qui viennent les voir. On a une longue tradition, initiée par Jean-Claude Lemagny, d'accueil des photographes. Ils viennent nous voir et ce qu'ils disent, c'est qu'ils aiment venir nous voir parce qu'on peut instaurer avec eux des dialogues qui sont désintéressés, c'est-à-dire qu'on peut discuter de leur œuvre sans... bien sûr, ils préfèrent quand on leur achète des photos, mais on peut... Voilà, mais on peut discuter, dire la dernière fois que je t'ai vu, tu en étais là, et maintenant tu as fait ça, et pourquoi tu es passé de la couleur au noir et blanc, et pourquoi tu fais des natures mortes alors que tu faisais des nus, et pourquoi... Et qu'est-ce que tu fais là et pourquoi tu as changé de format ? C'est-à-dire qu'ils ont un interlocuteur qui a un intérêt, une attention désintéressée à leur travail. Et puis nous, on a besoin de ça pour se nourrir, pour savoir comment on peut faire évoluer aussi la collection. Parce que maintenant qu'on n'est plus tout seul, qu'il y a les collections... du musée d'Orsay, du centre Pompidou,
de la MEP. Il y a beaucoup de collections du musée Carnavalet, il y a beaucoup de collections publiques de photos, donc il faut... Et la photo est un multiple, donc on n'a quand même pas intérêt à acheter tous la même chose ou à avoir tous la même chose. Donc on essaie de tenir des caps, de se dire bon ben voilà, on va ce qui nous caractérise c'est plutôt ça. Donc c'est aussi en parlant avec les photographes, ça c'est plutôt pour nous, ça c'est plutôt pour tel autre. Voilà. Enfin, c'est... Parler des artistes et des photographes qui font des dons, mais qu'est-ce qui est différent quand les photographes viennent vous voir, quels sont un petit peu les filtres que vous... Enfin voilà, quels sont un petit peu... Enfin, qu'est-ce qui fait pardon, qu'une photographie va rentrer par un don à la BNF via un photographe? Alors en général, quand on reçoit des dons de photographes, on privilégie... Enfin, sauf il y a toujours des exceptions, mais on privilégie les ensembles que les images uniques. On considère qu'une œuvre photographique se construit avec beaucoup d'images, un langage que développe un auteur pendant des années. Qu'est-ce que ça voudrait dire d'avoir... un seul Denis Briard et pas 50. Je dis ça parce que Denis Briard, qui nous a quittés récemment, et son épouse nous ont donné de très très beaux tirages dans les années précédentes. On va faire jouer notre expertise. On va considérer l'intérêt du photographe, l'intérêt de l'œuvre. Les formats, les sujets, c'est tout un ensemble de choses. Je peux pas vous dire pourquoi on dit oui ou pourquoi on dit non. En fait, on essaie... c'est quand même aussi, là aussi, c'est une responsabilité de faire rentrer des œuvres dans une collection nationale. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont rentrées, elles ne sortent plus jamais. Enfin, si elles sortent pour être mises au mur, mais elles sont là pour toujours. Et donc... on a intérêt quand même à ce que ça soit intéressant et que ça le reste. Parce que la photo, c'est un art très difficile parce qu'il est faussement facile. Je pense que ce n'est pas à vous que je vais l'expliquer. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des œuvres très abondantes et très bavardes et très redondantes par rapport où on se dit oh, « ça je l'ai déjà vu, mais en mieux ». Voilà. Donc on va essayer de garder pour les collections nationales, les générations futures, le meilleur de la production, le plus rare, le plus intéressant. Voilà, donc et puis en plus, il y a quand même une matérialité. On est installé dans le 2e arrondissement de Paris, ce qui nous rend très accessible pour les chercheurs et les visiteurs, mais vous n'apprendrez pas non plus que c'est un endroit où les mètres carrés sont comptés. Toute la collection est dans Paris. Alors, ce qui n'est pas dans Paris actuellement comme collection, c'est des parties qui concernent des fonds de négatifs ou d'agences de presse qui ont des volumétries très importantes et qui sont dans d'autres sites. Par exemple, on a des négatifs sur verre d'agences de presse du début du XXe siècle qu'on numérise. Parce qu'un négatif sur verre, ça n'a pas d'intérêt de le conserver sur place. Et donc, ils sont accessibles en ligne. On est en cours, on a numérisé une bonne partie. Et puis, il y a des fonds qu'on fait revenir par cycle pour traitement. Mais sinon, oui, on essaie d'avoir tout sur place. Mais parce que les images, elles se parlent entre elles. Elles ont besoin d'être ensemble pour faire sens. Et donc, la place est comptée. Donc, comme on est obligé d'être très exigeant. Bienveillant, mais exigeant. Ma dernière question, est-ce que vous auriez un conseil pour un photographe qui souhaiterait faire un don? Alors, ce que vous venez de dire, c'est plutôt penser ensemble. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres choses que s'il y a quelqu'un qui est en droit au photographe qui souhaiterait... ou pour la BNF ou pour une institution publique. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je pense vous allez recevoir plein de demandes. Il y a d'autres... Je pense que les conservateurs du patrimoine comme nous se doivent de jouer collectif. C'est-à-dire que
on n'est pas à une époque où on peut voir les choses à l'aune de son petit périmètre, mais qu'il faut se dire ça serait formidable si ça pouvait aller, par exemple, au musée Niepce à Chalon-sur-Saône, ou si ça pouvait aller dans tel musée, ça pouvait aller dans tel endroit, parce que moi, j'ai pas la place, et puis là-bas, ça ferait sens par rapport... Donc, bien qu'il y ait une... au sein du ministère de la Culture, vous avez la Direction générale de la création artistique qui est aussi là pour réorienter les photographes vers le meilleur lieu de conservation. On le fait aussi, et on essaie, comme je disais tout à l'heure, d'avoir une cohérence dans notre collection. Je ne sais plus le début de la question. Non, c'était un conseil. Donc, effectivement, c'est ça. Pour des photographes qui souhaiteraient faire un don à la BNF. Donc là, ce que vous dites... Voilà, je vous dis ça. Et puis après, vous savez... je ne peux pas vous dire, on est dans le domaine de l'art, donc dans le domaine de l'art, il n'y a pas de règlement. Je ne peux pas vous dire, voilà la recette pour qu'on dise oui non, plutôt mais que c'est... non. Je ne sais pas. je ne sais pas, mais c'est-à-dire qu'en fait, moi je trouve que la photo, c'est un type d'art qui peut être intéressant, même dans ses formes les plus anonymes, les plus modestes, les plus faussement banales, et que on va pas dire si c'est pas signé de Irving Penn ou d'Helmut Newton, je prends pas parce que c'est pas assez bien pour nous. Non, c'est-à-dire que par exemple, on est sollicité en ce moment par la famille d'un ancien membre du personnel de la BN qui était un gardien, je ne sais plus, dans les années 1900, qui a fait des petites photos d'amateurs sur le site Richelieu. Et donc, c'est des petites images d'amateurs, mais qui racontent une histoire. Mais moi, ces images-là, je les aime aussi, parce qu'elles font partie justement d'une pratique modeste, mais elles sont dans l'histoire de l'établissement. Nous, on aime aussi, on aime les photos anonymes, on aime tout, mais il faut que ce soit intéressant. Alors, qu'est-ce qui est intéressant ? Ça, je n'ai pas de définition. Non, mais ce qui est du sens de ce que vous dites par rapport au lieu. Voilà, par rapport au lieu, par rapport à l'histoire de la photographie, à la diversité des pratiques. Je ne suis pas contre. Il peut y avoir des petits polaroïdes très bien. On a plein d'images anonymes aussi. Moi, ça m'arrive de me trouver dans une brocante, de dire « Ah, cette image, elle est bien ». Alors, je l'achète. Ça ne me ruine pas. Et puis, je la mets dans les collections en disant « Ah, bah oui, ça fait partie d'un ensemble de quelque chose, du plus modeste au plus prestigieux ». Et en se disant que chaque chose est le reflet d'un immense ensemble et que chacune de ces images trouve à un moment son intérêt, son sens, que ce soit dans une grande exposition monographique. Celle-là, peut-être pas, mais elle fera le bonheur d'un chercheur pour illustrer un livre sur je ne sais pas quoi. Voilà, c'est ce qu'on se dit. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, en tout cas, c'est des pistes de réflexion qui, je pense, vont pouvoir permettre à ce que des personnes continuent dans leur réflexion. Merci beaucoup, Sylvie, pour cette discussion qui fut très intéressante, et je pense que ça va intéresser j'espère de nombreuses personnes. Merci beaucoup, Sylvie. Au revoir. Merci à vous de m'avoir donné la parole. C'est un plaisir rare. Merci à vous. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. J'espère que cet épisode vous aura plu. Aussi, si vous avez un projet photo en tête et que vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de discuter avec vous. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur mes services et accompagnements sur mon site marinelefort.fr.
Pour recevoir tous les 15 jours le résumé du dernier épisode, des contenus exclusifs, mes recommandations de lecture, de films, d'expositions et de conférences, et même parfois des cadeaux, je vous invite à vous abonner à la newsletter du podcast. Vous pouvez retrouver le lien en note de cet épisode. Pour m'aider à faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Aussi, si vous voulez me faire part de vos remarques, m'indiquer des personnes que vous souhaitez entendre ou en savoir plus, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. À très bientôt!